Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici le sommaire, c'est Xavier Guichard, le président de Manutan, leader européen du commerce B2B, qui sera l'invité du grand entretien tout à l'heure. On verra comment il peut encore améliorer le bilan carbone de son groupe. Auparavant, je reçois Marine Rosenblatt, qui est chargée de mission développement durable au sein de la maison de vin Ackermann. On parlera notamment de réemploi des bouteilles. Dans notre débat, on verra comment l'art peut se mettre au service de la transition écologique. Plus de 8 Français sur 10 estiment que la culture occupe une place essentielle ou importante dans leur vie. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, vous découvrirez T-Yves et ses caméras qui permettent de détecter des malfaçons sur les chaînes de production. Voilà pour les titres, c'est l'heure de Smart Impact. L'invité de ce Smart Impact, c'est Marine Rosenblatt. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes chargée de mission développement durable au sein de la maison Ackermann. On poursuit notre tour d'horizon des actions menées par Interloire, dont Be Smart for Change est partenaire, notamment avec une série de podcasts animés par Sybille Aoudjan. On va parler de réemploi des bouteilles. Ce sera l'un des thèmes de notre interview. Mais d'abord, cette maison Ackermann, maison de vin, vous pouvez nous la présenter ? Oui, tout à fait. C'est une belle maison qui existe depuis 1811 maintenant dans le Maine-et-Loire. On est dans le Val-de-Loire. Nous sommes négociants, mais pas que. Nous avons 6 domaines et châteaux entre Nantes et Sancerre. Et on a vraiment une vision du raisin jusqu'à la bouteille. Donc on a aussi des sites dits de vinification, de conditionnement, avant un envoi à l'export en France, mais aussi à l'étranger. On va parler de sensibilisation des vignerons aux pratiques éco-responsables. Qu'est-ce que vous faites en la matière ? Comment vous menez des actions de sensibilisation ? Tout à fait. Tout d'abord, il faut savoir qu'avec nos apporteurs, on les connaît depuis très longtemps. Parfois, on travaille avec des personnes, c'est la 3e ou 4e génération. Donc, dans les pratiques, il y a des pratiques durables qui sont déjà bien ancrées. La majorité d'entre eux ont une certification haute valeur environnementale, soit de niveau 3, soit on passe au niveau 4. Donc, il y a un renfort dans les critères, notamment en biodiversité, ou alors ils ont d'autres certifications comme Terravitis. Les critères pour obtenir cette certification HVE, c'est quoi ? Alors, c'est sur la fertilisation, c'est sur la réduction des produits phytosanitaires, et puis c'est vraiment un renfort sur la biodiversité avec, par exemple, l'implantation de haies, d'arbres ou de couverts végétaux qui permettent que la vigne se porte bien. Il y a des contraintes, il y a aussi des bénéfices ? Oui, tout à fait. Alors, il y a une mise en place, il faut faire attention sur la pratique, bien agir à tel instant T, mais il faut composer avec la météo. Et ça, dans la pratique, c'est du quotidien pour le vigneron et on s'adapte au cas par cas. Il y a une question de sol aussi. Un vigneron qui est situé à Nantes et un vigneron qui est situé à Sancerre, c'est pas le même sol, pas la même météo, pas le même climat parfois. Et donc, il faut composer avec tous ces éléments. Est-ce que vous, c'est un critère ? Parce que quand vous dites les apporteurs, sont les vignerons qui vous apportent leur raisin, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, on est bien d'accord. Quand vous travaillez avec eux, est-ce que c'est un critère pour vous, le label ou le niveau de haute valeur environnementale pour travailler avec ces vignerons ? Oui, ça peut être un critère, oui. Là, c'est plus au niveau des achats qu'il y a une réelle discussion avec les vignerons pour voir comment avancer ensemble. En fait. C'est vraiment un dialogue. Les vins de Loire s'engagent pour le réemploi. On y avait consacré une partie d'interview dans cette émission il y a quelques semaines avec les éco-organismes ITEO et Adelph. Est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler de quoi on parle, de quel partenariat il s'agit et puis quelle place, vous, la maison Ackermann, vous y trouvez ? Oui, alors pour le réemploi, on est plusieurs metteurs en marché à s'être réunis et à s'inscrire dans cette démarche-là. Pour Ackermann en particulier, on a engagé la démarche sur une de nos cuvées où on réfléchit à une transition au réemploi. C'est pas si simple en vérité parce que ça nécessite le bon choix de bouteille, le bon papier, c'est pas n'importe quel papier, et la bonne colle hydrosoluble. Il faut que ça se décolle très facilement. Une fois qu'on a tous ces éléments techniques réunis, il faut le communiquer au consommateur. Et là, pour notre part, on va indiquer un logo vrac et réemploi sur ce qu'on appelle la contre-étiquette, donc au verso de la bouteille. Ce qui va indiquer au consommateur, vous pouvez la ramener dans la borne au magasin. Alors justement, on va rentrer un peu dans le détail de la mise en place de cette filière de réemploi. Quelques chiffres, c'est l'Institut français de la vigne et du vin qui nous rappelle que l'usage des bouteilles, ça pèse
pèse en moyenne entre 17 et 27% des émissions de la filière. On voit bien l'intérêt de travailler sur le réemploi des bouteilles. Sauf que c'est compliqué, on l'a bien compris, on l'avait dit avec Marie Gagné ici même, on le comprend déjà avec vous. Ça veut dire que pour l'instant, dans l'activité de la maison Ackermann, c'est une cuvée, c'est ça? C'est une toute petite part de votre activité? Alors, on réfléchit à plusieurs J'imagine, pour une extension, mais Oui. effectivement, on est au début. Nous, on a la chance d'être dans une des 4 régions où il y a un retour de la consigne, donc on est en veille pour voir un peu comment cela va se mettre en place. Et ça va être un réel échange avec les différents circuits commerciaux qui existent pour que ça revienne facilement au magasin. Ouais. Est-ce que c'était important de ne pas y aller seul? Ça ne sert pas à grand-chose de se lancer seul dans un projet comme celui-là? Se lancer seul, c'est mieux dans une collective pour avoir un réel partage d'expérience et Oui, sur le côté technique et puis sur on avance. la filière Oui, de oui, oui. réutilisation aussi. Oui, bah, là, le fait d'être plusieurs dans la démarche, on se réunit, on échange, on a des retours techniques, d'expérimentation. Comme tu fais, ça c'est très important. Ça permet d'aller beaucoup plus loin et d'aller beaucoup plus vite surtout. Ouais. Est-ce que la région là, des vins de Loire, c'est l'une des premières à s'engager dans une démarche comme celle-là? Je crois pas. Je crois que le retour de la consigne se fait dans plusieurs régions. Par contre, il existe un réel dispositif d'expérimentation. Il y a 4 régions dans ce secteur-là où il y a un retour de la consigne. C'est Pays de la Loire, Bretagne, Normandie et Hauts-de-France, où il y a un dispositif particulier, mais pas que. Il y a d'autres circuits qui existent et on est en veille sur les différentes possibilités pour que le réemploi revienne en magasin. La difficulté, c'est la forme de la bouteille aussi, parce que c'est un identifiant très fort des régions, des différents vins. On pourrait, dans un monde idéal, se dire que toutes les bouteilles, un peu partout en France ou même en Europe ou sur la planète, sont réutilisées, redéposées par les clients, plutôt que d'être cassées, puis remise dans le circuit. Sauf que ça suppose que nous, consommateurs, on accepte de boire dans la même bouteille toutes sortes de vins? Potentiellement, c'est un retour de la standardisation, on va vers ça. Est-ce qu'il y aura in fine vraiment une seule bouteille pour le vin? C'est à voir. Les verriers proposent déjà différentes bouteilles, mais l'idée, effectivement, c'est d'aller vers une standardisation. Il faut qu'elle soit spécifique, cette bouteille. Vous disiez ça tout à l'heure, ça ne peut pas être n'importe quelle bouteille. Pourquoi? Il faut Non. qu'elle soit plus robuste, peut-être? Eh bien, oui, il y a un poids de bouteille à respecter, même s'il faut composer avec de l'allègement aussi, parce que derrière, en fait, il y a une empreinte carbone à réduire, qui est très importante pour nous aussi au sein de la maison. Oui, donc là, il y a deux injonctions un peu contradictoires. C'est-à-dire que, d'une manière générale, on essaye de réduire le poids des bouteilles de vin, sauf que là, pour le réemploi, il faut qu'elles soient un peu plus lourdes. C'est ça ce que je comprends? Un peu plus, mais pas de beaucoup. En fait, il y a eu beaucoup d'efforts de fait de la part des verriers, et en fait, c'est pas aussi lourd que ce qu'on pourrait croire aujourd'hui. Est-ce que ça, donc vous le signalez aux consommateurs, est-ce que ça influence vraiment l'image du vin et est-ce que ça joue sur l'acte d'achat? Je trouve la démarche passionnante, mais je ne suis pas sûr que ce soit le premier critère pour acheter un vin. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, dans notre culture, c'est quel type de vin. Je crois que le consommateur, c'est qu'est-ce qu'il souhaite, quel cépage, quel millésime, enfin tout ce qui fait la culture du vin et bien sûr le prix. Après, là, c'est gagnant pour le consommateur. S'il ramène sa bouteille, c'est un bon d'achat derrière qu'il a. Donc, il a tout intérêt à la ramener et lorsqu'il y a une borne, notamment de l'identifier pour qu'il y ait de plus en plus de collecte. Nous, ça va être un circuit vertueux aussi d'un point de vue carbone. Plus le consommateur ramènera la bouteille, plus l'ensemble des acteurs baisseront leur empreinte carbone et on sera tous gagnants. Alors, ce circuit de consigne, en fait, il fonctionne comment? Qui y participe? Qui participent, l'ensemble des acteurs. C'est-à-dire que c'est pas seulement nous tout seuls on a adapté la bouteille très bien, mais après, c'est vraiment en fonction du circuit, que ce soit en café, hôtel, restaurant ou en grande distribution, c'est vraiment un vrai échange pour savoir comment on met en place. Est-ce que vous avez les bornes? Est-ce que vous avez communiqué auprès du consommateur? Nous, vous voyez, on a mis le logo, ça c'est bon. Comment ça se passe derrière? Et tout ça, c'est ce qui est en train de se mettre en place en ce moment. D'accord, donc c'est le principal frein au développement du réemploi aujourd'hui, vous diriez ça? Le maillage, l'efficacité, la généralisation du système de consigne? Mais il n'y a pas, je crois, aujourd'hui, de système national. Ça, ce serait chouette de tendre vers un système national où c'est le même pour tout le monde. On n'y est pas encore, mais je crois qu'on va y arriver. Ça rapporte combien aux consommateurs?
C'est un bon d'achat, c'est un petit pourcentage du prix d'origine? Eh ben, ça dépend. Je crois qu'on est autour de 20 centimes le retour du bon d'achat dans un certain dispositif. Pour d'autres, c'est un autre montant. Là encore, il y a une homogénéisation à avoir et ça dépend du canal de distribution. Vous pensez que ça pourrait se généraliser? Je crois que oui, puisqu'il y a des pays où c'est déjà le cas. Vous allez dans les pays nordiques ou même en Allemagne, la consigne n'a pas disparu. Il y a des bandes Oui, pour en fait, tous, c'est ancré. on réinvente C'est ça. une habitude qui était la nôtre. C'est ancré dans la culture et je crois que même en Alsace pour la France, ça existe encore. Et ils ne comprennent pas pourquoi ce n'est pas plus généralisé que ça. On revient, si vous voulez, un peu des années en arrière où c'était global en France et c'était dans la culture. Là, on est dans un vrai changement culturel, un retour. Oui. Ça va prendre du temps, mais c'est là et je crois qu'il n'y a pas de raison pour qu'on ne le fasse pas. On disait l'importance de le faire ensemble parce qu'effectivement, il faut que ce système de consigne soit le plus efficace possible. Mais j'imagine que c'est quand même un surcoût pour les vignerons ou pour une maison comme la vôtre de mettre en place un système de réemploi comme celui-là. Ça dépend, c'est à analyser, c'est à comparer, mais in fine, je le rappelle, on a une empreinte carbone à réduire, et ça c'est très important pour l'avenir. Plus il y aura un circuit de collecte, plus on sera aussi gagnant d'un point de vue économique et d'un point de vue ressources naturelles par rapport au réchauffement climatique. Une dernière question tient sur le rayonnement de la région grâce à l'œnotourisme. Il paraît que vos caves méritent particulièrement le détour. J'ai lu ça en préparant l'émission. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Nos caves, on a une cave un peu exceptionnelle qui est une cave cathédrale. Donc c'est une cave qui est très 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 grande. Et avec des œuvres d'art, on a une résidence artistique particulière. C'est une cave naturelle? C'est une cave troglodyte en quelque sorte? C'est quoi? Alors oui, c'est des caves qui ont été comme ça en l'état et que l'on peut aujourd'hui parcourir sans problème. Et, voilà, et c'est assez impressionnant. Ça fait une autre bonne raison de venir dans la région. Merci beaucoup. Marine Rosenblatt, je rappelle évidemment, puisqu'on parle de vin, que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Je vous dis à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre débat, comment l'art se met au service de la transition environnementale. C'est le débat de ce Smart Impact. On parle d'art, de culture, comment l'art peut se mettre au service de la transition environnementale et sociétale avec Caroline Wills. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes la directrice commerciale de By Art Projects. Et Vincent Lajarige, bonjour. Bienvenue à vous aussi, heureux de vous accueillir. Vous êtes le président d'Arborescence. On va commencer par présenter vos organisations respectives. By Art Projects, c'est quoi ? Alors, nous, notre métier, c'est de faire entrer l'art dans les entreprises. Ouais. Donc, de créer des événements artistiques pour les entreprises. Donc, que ce soit des expositions temporaires, des expositions qui vont tourner tout au long de l'année, des fresques, des habillages de chantier avec de l'art. Voilà. Nous, notre métier, c'est de faire entrer l'art dans les entreprises. Oui, et on va voir comment art et environnement peuvent être liés. Arborescence, Vincent Lajarige, c'est quoi? C'est une association? C'est une association, loi 1901. On a été reconnu d'intérêt général cet été. C'est une création récente. Il y a un an qu'on a créé l'association avec une faute d'orthographe volontaire. C'est ART au départ et au pluriel. Et c'est un petit peu une histoire progressive. Il y a eu plusieurs associations préalables. La première, c'était il y a à peu près une quinzaine d'années avec Francis Allais, qui est un grand botaniste. Il était le père de ce qui s'est appelé à l'époque le rhabdocime, pour explorer les canopées des forêts tropicales. Ils ont fait des découvertes. Ça fait rêver. Et donc l'idée, c'est de mettre l'art, la science au service du vivant, c'est ça? Surtout de ne pas être dans la verticalité, mais dans l'horizontalité entre tout ce qui fait société, c'est-à-dire la création artistique, la découverte scientifique, la réflexion philosophique, et puis avec une vocation pédagogique à l'adresse du public et des jeunes générations, qui nous paraît essentiel. On va voir comment on peut connecter l'art et la science, notamment. Je trouve ça intéressant. Vous parlez, Caroline Wills, de la responsabilité culturelle des entreprises. Qu'est-ce que ça signifie? Je comprends bien derrière les mots, mais qu'est-ce que ça signifie pour vous? Ça signifie que l'entreprise a un rôle culturel et peut apporter aussi de l'art, faire découvrir les artistes, faire découvrir le monde culturel auprès de ses salariés. Tout le monde ne va pas dans les galeries, tout le monde ne va pas dans les musées. Et l'entreprise a un rôle aussi moteur
par rapport à cette... Ça s'intègre à la RSE d'une certaine façon, à la responsabilité sociétale et environnementale d'une entreprise, oui. Parfaitement, Oui. Notamment sur le bien-être au travail, puisqu'il y a plus de 900 études de l'OMS, alors là aussi c'est scientifique, Oui. qui prouvent les bienfaits de l'art sur la santé, notamment sur le stress. Et donc le fait d'apporter de la culture, de l'art, des expositions dans les entreprises, eh bien, ça va ouvrir la créativité, ça va libérer les émotions. Aujourd'hui, on est quand même dans un monde qui est très connecté, avec des écrans très anxiogènes. Tout est compliqué quand même dans l'environnement. Eh bien, les artistes vont libérer les émotions, vont nous faire nous évader, et ça va nous aider dans le quotidien. Alors comment vous, parce que vous m'avez passé votre petite fiche là, art et sciences et transmission en résistance pour la terre, l'eau, le vivant et les forêts. Art, sciences et transmission. Art et sciences, sur le papier, on se dit mais ça discute pas forcément. Comment vous faites connecter ces deux univers? Ce qui est très intéressant, c'est que on croit profondément, depuis plusieurs années, qu'on est en train de changer d'époque et qu'il y a un mouvement de fond. C'est-à-dire que l'ère capitaliste, avec la richesse que ça a pu développer, mais il y a un non-sens. Et il y a une caricature qui est arrivée aux États-Unis. Je pense que il y a des signes de décadence par rapport à une organisation collective d'une société qui s'est enrichie, qui est très riche, mais qui, donc on en parle beaucoup en ce moment, qui évite d'avoir... qui a évité de faire la promotion de l'intérêt général. Et alors, vous répondez pas à ma question. Comment vous faites discuter l'art et la science dans votre association? Il y a un travail conjoint entre artistes et scientifiques. Donc, il y a par exemple Charlotte Redon, qui est une artiste, qui se préoccupe de ce qui se passe sous terre, c'est-à-dire les champignons, les nématodes, enfin tout ce que disent les scientifiques, c'est dans une poignée de bonne terre, il y a à peu près 100 millions d'espèces vivantes. Sauf qu'on ne les connaît pas. Et donc, il y a l'arrivée peut-être d'un nouveau mythe, c'est-à-dire vers la découverte de l'étendue de notre ignorance. Et l'art est un bon moyen de le faire connaître? Alors, l'émotion artistique, moi, je pense qu'elle est considérable. Et c'est un vecteur de transformation d'une société. C'est exactement l'inverse de ce qui se passe avec les écrans. Il n'y a plus d'émotion. Ou alors de la violence, mais enfin... Ça dépend, un bon film, ça peut créer beaucoup d'émotions. Non, mais dans le phénomène addictif... Ah oui, ça, dans l'usage, et il y a une exposition de scroller à l'infini, oui, ça. Il y a une exposition qui a été présentée à Nancy, avec Charlotte Redon, et puis Francis Martin. Francis Martin, il est responsable du pôle scientifique dans l'association. Il est directeur de recherche à l'INRAE de Nancy. Ça fait 40 ou 50 ans qu'il travaille sur les champignons. Et ils font des découvertes absolument fascinantes. Et donc le travail de l'artiste peut permettre de comprendre celui du scientifique. Je vais vous redonner la parole dans un instant. Je voudrais entendre Caroline Will sur le message à impact finalement, et notamment à impact environnemental. Est-ce que vous avez des exemples d'œuvres artistiques qui font passer ces messages, notamment dans les entreprises où ils sont exposés? Et pourquoi l'émotion peut être un moyen d'évangéliser en quelque sorte? Exactement, parce que souvent la politique environnementale, c'est des chiffres, c'est des bilans carbone. C'est un peu aride, Voilà, c'est très... C'est voire anxiogène, culpabilisateur. Et en fait, les artistes sont les éclaireurs aussi de la société. Et eux vont, avec leur émotion, parce que justement, c'est des éponges à émotions, les artistes. C'est quand même... Et donc, avec leur créativité, ils vont pouvoir mettre des couleurs, ils vont pouvoir libérer et créer aussi de nouvelles choses à partir de ces piliers de la RSE. En fait. Alors vous avez un exemple, par exemple, je crois que c'est près d'Orléans, à Olivet, c'est un groupe qui a fait le choix d'une location d'art renouvelée. C'est quoi ça? Alors, c'est-à-dire expliquer ce que c'est. À chaque saison, on change l'exposition. Donc ils vont découvrir de nouveaux artistes et à chaque fois une thématique différente. Donc ça peut être la récupération, par exemple, parce que les artistes aujourd'hui vont s'emparer aussi des enjeux climatiques. Ils vont travailler sur leur empreinte carbone et ils vont travailler par exemple sur la récupération des matériaux pour les recycler et en faire des œuvres. Ah, de l'upcycling. Exactement. On parle d'upcycling en très bon français. Donc on utilise des matériaux, et on en fait la base d'un nouveau processus créatif, c'est ça? Exactement. Donc ça peut être ça peut être des photos, ça peut être des installations avec des nouveaux matériaux. On travaille avec des artistes aussi qui font de la recherche scientifique
pour créer des nouveaux matériaux et des nouveaux supports plus propres, avec par exemple le carton-pierre qui est des vieilles comment dire, méthodes qui sont revues et retravaillées au goût du jour aujourd'hui. Comment, je reprends le fil de la conversation qu'on avait à l'instant, sur notre... Parce qu'on se questionne, nous, beaucoup ici, sur la difficulté de faire passer les messages pour emmener toute la société sur ces enjeux de transformation environnementale. Et je pense que l'art peut être un moyen de convaincre, mais on s'est un peu loupé quand même collectivement depuis quelques années. Si on a élu un Donald Trump aux États-Unis ou des listes qui portent pas beaucoup d'ambition environnementale aux dernières élections européennes, c'est peut-être qu'on s'est un peu loupé collectivement. J'en prends ma part comme journaliste. Hein. Ah mais l'évolution de la société voit que, démontre, vraiment pour moi c'est très clair qu'on est dans une impasse et que quelque chose d'autre est en train d'arriver. Ça prendra des décennies, peut-être quelques siècles, on verra. Ça prendra du temps en tout cas, ce qui est sûr. Et donc l'art, c'est un moyen de Je vous assure qu'il y a des propositions. Là, on travaille sur un festival qui aura lieu à Bourg-en-Bresse, au domaine de la Garde. C'est un domaine magnifique, on s'est rencontrés. Donc il y a le domaine de la Garde, c'est un couple de gens merveilleux. Ils ont travaillé pendant 30 ans pour l'ONU et ils ont voulu acquérir un domaine pour amener l'art au service de la planète. Donc on s'est connecté immédiatement. On travaille avec le CAUE de Bourg-en-Bresse, qui sont des gens hyper dynamiques. CAUE, c'est Comité Architecte, Urbanisme, Environnement. Et puis la Ligue de l'enseignement laïque. Donc on est 4 partenaires. Et on propose dans ce festival un certain nombre de manifestations artistiques, une exposition, mais pas que. Et il y a notamment un spectacle qui rappelle le texte merveilleux de Jean Giono, L'homme qui plantait des arbres. Et qui raconte une histoire qui redevient totalement contemporaine. Et ce spectacle, donc, moi je l'ai vu il y a un peu plus d'1 an, dans le festival Aquamour à Venise, j'ai pu les faire venir, Clotilde Durieux, Benjamin Flao, et donc ça a été dit en italien, on l'a présenté dans le sud de la France, à un domaine viticole, donc il y a une population qui n'a pas forcément l'habitude d'avoir des pensées écologiques, Et puis, ce qui est constant, le constat qu'on a fait avec ce spectacle, c'est que les gens sont bouleversés. Les larmes sont tirées. Et alors, ce qui m'intéresse dans ce que vous il y a cette émotion qui arrive, le message très intéressant, c'est qu'il y a un scientifique qui est là, et voilà pourquoi. D'accord. Ce qui est intéressant de souligner, ce que nous, humains, avons complètement oublié. Donc il y a à la fois l'émotion de la sensation artistique et le message scientifique qui peut passer. Mais je vais vous poser une question parce que dans ce que vous dites, il n'y a pas que des gens convaincus qui viennent assister à ces spectacles, parce que c'est la difficulté qu'on a. Il faut convaincre ceux qui sont climato-sceptiques ou climato-complotistes aujourd'hui. Non, alors c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Tout le monde ne va pas ouvrir la porte d'un musée, d'une galerie ou d'autre chose. Et puis, ce que l'on a constaté avec Franciel, etc., quand il faisait des conférences il y a 15 ans, il y avait 30 personnes. Maintenant, il fait ça le comble. Et il y a de plus en plus de jeunes. Donc là, vraiment, il y a un signe qui est majeur, à mon avis, c'est qu'il y a une prise de conscience. Les questions qui sont posées après sa conférence ou après la projection du film « Il était une forêt », qui a été le résultat de la première association qu'on a créée, c'est qu'il y a une inquiétude. Ça, c'est très clair. Les gens sont inquiets et les gens ont envie de savoir. Donc, il y a un besoin. Et ça me rappelle cette pensée de Madame Kimener, qui est botaniste, qui est américaine. Elle est d'origine, elle est indienne, américaine. Elle dit, mais bon, l'humanité est adolescente. Donc, avec l'adolescence, il y a la prétention, des certitudes, on ne pose pas de questions et on a tout compris. Je reviens au rôle des entreprises, il nous reste 1 minute 30, on va terminer là-dessus. Ça peut passer par du mécénat de compétences, par exemple, autour des artistes, autour de projets artistiques locaux.
Ça peut, c'est pas forcément le schéma que nous, on privilégie. Ouais. Ce que j'ai oublié de dire, par contre, c'est qu'à chaque exposition ou à chaque événement, c'est l'artiste qui vient présenter son travail auprès des équipes. Et ça, c'est hyper riche, en fait, parce que... Dans les entreprises. Dans les entreprises. Les collaborateurs rencontrent, en fait, les créateurs. Dialogue, Il y a des questions sur les procédés. Ça ouvre des champs des possibles. On fait beaucoup de choses aussi participatives avec les artistes. Donc, les collaborateurs mettent la main à la pâte. Et ça ouvre aussi beaucoup de choses, beaucoup de questions. Et cette médiation-là, elle est très importante parce que c'est ça qui va susciter les petites étincelles, en fait, d'émotion, mais aussi d'envie, de passage à l'acte, parce que c'est ça aussi, les enjeux. Et de questionnement. Dernier mot. Et d'amener une connaissance, parce que si on travaille peut-être ensemble, c'est l'art, mais aussi la science, c'est-à-dire qu'il y a un scientifique qui vient de souligner, voilà ce qu'on découvre, mais voilà aussi ce qu'on ignore. Et dans le juste, on a 20 secondes, hein. Paul Ardenne qui est commissaire d'exposition, historien d'art, etc., qui a travaillé avec France Culture pendant de longues années. Il est responsable du pôle art dans l'association. Et ben voilà, vous l'avez cité. Merci beaucoup. Je suis obligé de vous interrompre. Là, le débat est terminé. Oui. Merci à tous les deux. À bientôt sur notre antenne. On passe tout de suite au grand entretien de notre émission avec le président de Manutan, Xavier Guichard. Prêt pour l'impact, c'est la question que je pose chaque jour à une personnalité qui compte dans notre économie. Et je reçois aujourd'hui Xavier Guichard, le président de Manutan. Bonjour. Bonjour. Heureux de vous accueillir. Bienvenue. Vous dévoilez les 12 finalistes de Move with Manutan, votre programme d'accélération qui est destiné aux jeunes pousses B2B. C'est en partie pour ça qu'on vous a invité. On y reviendra évidemment dans l'interview. Mais je voudrais qu'on pose un peu le décor. L'histoire de Manutan, c'est une entreprise familiale. Elle a été créée quand, comment ? En effet, alors Manutan, une entreprise familiale. J'en suis l'heureux représentant de la 3e génération. Oui. Donc Manutan a été créé, on va fêter les 60 ans l'année prochaine. A été créé par mon grand-père et mon père conjointement. Sur une idée simple à la base, en tout cas qui nous paraît très simple, voire basique aujourd'hui, qui est de mettre des produits à destination des entreprises dans un catalogue. Donc c'était la vente par correspondance, en l'occurrence des produits de petite manutention, de stockage, comme des transpalettes, des diables, des rayonnages. Voilà, et d'envoyer ce catalogue aux entreprises et puis de prendre les commandes et de les livrer directement aux entreprises sans intermédiaire. Ce qui était assez disruptif à l'époque, notamment du fait qu'on affichait les prix nets, ce qui se faisait très peu dans le commerce en B2B à l'époque. Ça reste aussi simple, entre guillemets, hein. Ça reste aussi simple, on reste très fidèle finalement au modèle d'origine, mais évidemment il a énormément évolué. En 60 ans, j'imagine qu'il a pas mal évolué, oui. Le catalogue papier a été remplacé principalement par du e-commerce aujourd'hui, donc c'est plus de 60% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui qui est en e-commerce, accompagné par des forces de vente qui amènent du conseil, du service, et puis le petit catalogue de 24 pages aujourd'hui c'est... des sites web dans 25 pays, c'est plus de 850 000 références. On adresse à la fois les entreprises de la PME aux très grands groupes partout en Europe, et puis les collectivités locales. Notamment, on travaille avec toutes les écoles quasiment en France, en Grande-Bretagne, pour les équiper également. Ouais. Avec quelques chiffres, 2500 collaborateurs en Europe, 25 filiales implantées dans 17 pays d'Europe, 12 filiales certifiées Great Place to Work, et puis le milliard d'euros de chiffre d'affaires dépassé sur l'exercice 2023-2024, et avec un marché des collectivités qui représente aujourd'hui 30% du chiffre d'affaires. 1 milliard, le milliard dépassé. Comment vous expliquez ce succès ? Est-ce que c'était un objectif ? Est-ce qu'on se dit, on n'est pas loin, il faudrait quand même qu'on dépasse ? Oui, alors c'est un objectif depuis 2-3 ans. En effet, on se disait c'est quand même un cap symbolique qui est quand même plutôt sympa. Après, c'était pas du tout un objectif quand la société a été créée, loin d'eux d'imaginer ce genre de succès. C'est vrai que c'est la 13e, je crois que je me trompe pas, la 13e ou 14e année de croissance consécutive. En gros, depuis l'après-coup de la crise de 2008, on a été en croissance sans discontinuer. Ça passe par une extension européenne, à minima ? Oui, alors notre présence géographique, elle n'a pas bougé depuis assez longtemps maintenant. Ça passe principalement par une extension de nos gammes de produits. Donc on est capable, comme je disais, avec des gammes qui sont aujourd'hui très très larges,
de couvrir de plus en plus de besoins des entreprises, des collectivités. De plus en plus de services qui rend notre offre et nos services nos clients du coup sont de plus en plus fidèles. Et puis c'est aussi des acquisitions qui viennent nous aider à compléter l'offre, notre présence sur certains marchés comme les collectivités en Grande-Bretagne qu'on n'adressait pas jusqu'à il y a 1 an et demi. Voilà, donc c'est une croissance à la fois organique, à la fois externe. Et puis en couvrant toujours plus de besoins de nos clients. Ouais. Et puis il y a cette agilité pour vous adapter aux différents marchés. Ce que vous disiez, je vais vous citer, on résiste en se différenciant. La RSE, les offres à impact positif sont des axes majeurs, mais surtout on a une culture d'entreprise très forte. Nos collaborateurs s'engagent, on donne du sens à cet engagement. On va parler de tous vos engagements effectivement en matière de RSE, les offres à impact positif. Votre mantra, c'est entreprendre pour un monde meilleur. Alors c'est un très bel objectif. Est-ce que c'est aussi une demande de vos clients? C'est-à-dire que est-ce qu'il y a ça peut marcher dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a l'engagement de l'entreprise et puis il y a la pression des clients qui disent OK, mais on veut des produits avec un impact carbone qui a été réduit, avec des conditions de production qui sont maîtrisées, etc., etc. Ouais, je pense que ce qui fait notre force et ce qu'il y a derrière cette grande phrase et ce grand objectif, c'est qu'en fait, nous, on estime qu'on est un petit peu au cœur d'un écosystème, puisqu'en tant que distributeur, on est entre nos fournisseurs, nos clients, et puis évidemment nos collaborateurs. Et ce qu'on cherche, c'est à faire progresser tout le monde. Pas que Manutan, pas que nos clients, pas que nos fournisseurs, mais on pense que tout le monde peut réussir, qu'on peut réussir tous ensemble. Et donc, c'est ça qu'on cherche. Et en effet, nos clients, typiquement, sont très en demande de solutions parce que, comme nous, ils cherchent à décarboner, à rendre leur modèle économique plus vertueux. Et en tant qu'intermédiaire, on pense qu'on peut tirer tout le monde vers le haut. Et donc, on offre à nos clients un certain nombre de services qui leur permettent de décarboner et d'être plus efficaces dans leurs achats, à la fois économiquement et d'un point de vue RSE. Et vis-à-vis de vos fournisseurs, il y a une logique d'accompagnement aussi, parce que il y a une période où ça descendait, ça tombait comme à gravelotte, quoi. Vous voyez, il y avait des injonctions qui tombaient sur les fournisseurs, et parfois c'est des PME qui n'arrivaient pas à suivre ce que les grands comptes demandaient. En fait, je pense que ça fait partie depuis le début de l'ADN de Manutan, de considérer vraiment le fournisseur comme un partenaire. Et Manutan n'aurait pas existé, n'aurait pas démarré sans ses fournisseurs. Et je pense qu'on a toujours été redevable de nos fournisseurs de ce point de vue-là. Et donc, on cherche à les embarquer avec nous. J'en veux pour preuve dernièrement, on a validé nos objectifs de décarbonation avec ce qui s'appelle le SBTI. Donc, basé sur la science. Voilà, basé sur la science. Et pour ça, on va embarquer nos fournisseurs. Donc, on va commencer cette année par une vingtaine de fournisseurs qu'on va embarquer avec nous pour qu'eux-mêmes décarbonent leurs opérations pour qu'on ait des produits plus vertueux et qu'on propose ensuite ces produits à nos clients. C'est quoi cet objectif SBTI? Donc, cet objectif SBTI, c'est en gros, c'est être en lien avec les accords de Paris. Et donc, on souhaite être neutre en carbone d'ici à 2050 sur les scopes 1, scope 2 et scope 3, et neutre en carbone sur les scopes 1 et 2, en tout cas d'avoir réduit de 60% sur scope 1 et 2 d'ici à 2030. C'est tout de suite, 2030, c'est demain. Et alors, parmi les leviers à activer pour atteindre cet objectif, il y a ce programme qui s'appelle Fred 21. Vous venez de renouveler pour 3 ans l'adhésion au programme. C'est quoi Fred 21? Alors, Fred 21, c'est un engagement qu'on prend de travailler avec nos transporteurs, qui représentent le transport représentant environ 10% de nos émissions de carbone. Donc, c'est pas le plus gros, mais c'est important quand même. Et donc, c'est un programme qui nous pousse à travailler avec nos transporteurs pour réduire cet impact-là. Et donc, on a tout un tas d'actions avec nos transporteurs pour réduire cet impact carbone. Depuis, alors je crois que c'est à peu près 4 ou 5 ans qu'on est dans ce programme. On a réduit chaque année entre 5 et 10% notre impact carbone lié au transport. C'est un label que vous avez ou que vous espérez obtenir? C'est un label qu'on a déjà, depuis 3-4 ans, et qui pousse vraiment à mettre en place tout un tas de plans d'action conjointement avec nos transporteurs.
Et voilà, et encore une fois, malgré une augmentation de nos volumes, l'impact carbone diminue d'année en année. Donc oui, parce que si la croissance dans l'entreprise, on pourrait imaginer que l'impact carbone augmente, vous réussissez à le faire diminuer. Vous aviez lancé, c'était il y a 2 ans, fin 2023, le Product Environmental Impact Score, donc score d'impact environnemental. Ça fait quoi, 2 ans, premier bilan, comment vous l'utilisez? Est-ce que c'est un outil qui vous permet... Parce que, en fait, pour être efficace, il faut savoir d'où on part. Il faut déjà une sorte d'audit environnemental. Alors, on a fait plusieurs choses. Avant ça, en parallèle de ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mesuré l'impact carbone de tous nos produits. Ce qui nous permet, de façon très très fine, de dire d'où vient l'impact carbone, à la fois parce que 80% de notre impact carbone, c'est la production des produits, donc en amont. Et donc, pour réduire notre impact carbone, il faut réduire la façon dont les produits eux-mêmes impactent et génèrent du carbone. Donc, on a mesuré de façon la plus fine possible l'impact carbone aux produits, ce qui nous permet de dire à nos clients, voilà, dans votre consommation, d'où vient l'impact carbone. Et on va travailler ensemble pour essayer de réduire cet impact et de trouver des produits qui vont être plus vertueux, disons. Donc ça prend quand même du temps, ça. Donc ça prend du temps, mais c'est là où c'est fascinant parce qu'on arrive, en travaillant avec nos clients et nos fournisseurs, à orienter progressivement la consommation de nos clients, le choix de nos produits, vers des produits plus vertueux. Alors c'est pour ça que les objectifs sont à 2050 et pas demain. Tout ça, ça va être très long. Mais encore une fois, nous, on a 3000 fournisseurs et près d'1 million de clients. Si on arrive progressivement à embarquer tout cet écosystème, on pense qu'on peut vraiment avoir un impact. Ouais, il y a là un levier de transformation qui est vraiment important, avec une logique d'économie circulaire aussi, notamment avec un hub circulaire que vous avez inauguré, je crois, il y a 1 an à peu près, Tout à fait. qui est en région parisienne, qui est au Bourget. Ouais, c'est ça. Alors, il faut nous le décrire. C'est quoi un hub circulaire pour une entreprise comme Manutan? On va dire, c'est un mélange entre un entrepôt et un atelier. Un entrepôt parce qu'on y stocke des produits de seconde main. Mais avant de les stocker, c'est des produits qu'on récupère typiquement auprès de nos clients ou de partenaires. Il faut les remettre en état, donc les nettoyer, les réparer, changer quelques pièces, etc. Donc c'est aussi un atelier. Donc en effet, l'objectif là, c'est la meilleure façon de ne pas émettre du carbone, c'est de réutiliser. C'est de ne pas produire un nouveau produit. Exactement. C'est sûr, Donc on est parti de ce constat très simple de bon sens, en se disant on va essayer de proposer à nos clients des produits qui sont déjà sur le marché. Donc on a ouvert ce hub en effet il y a 1 an. On y stocke environ 3000 références, 3000 produits. Et progressivement, du coup, on propose à nos clients d'acheter des produits d'occasion. Alors, ça rejoint ce thème, la question que Arnaud Gossement, avocat en droit de l'environnement, qui était à votre place la semaine dernière, a choisi de vous poser. Bonjour Xavier Guichard, je suis allé sur votre site internet et j'ai vu avec satisfaction que votre offre responsable occupait une bonne partie de l'écran. Et j'aurais aimé en savoir plus sur cette offre responsable. D'abord, pourquoi est-ce que vous communiquez sur cette offre responsable? Et puis à l'intérieur, vous communiquez beaucoup sur vos produits reconditionnés, notamment mobilier. Et ce que j'aurais aimé savoir, c'est est-ce que ça marche? Est-ce que ça se vend? Et sinon, pourquoi? Alors, est-ce que ça marche? Ça marche, le mobilier reconditionné? Est-ce que ça se vend? Écoutez, oui, ça marche bien. Encore une fois, c'est assez neuf. C'est nouvelle, c'est à peine un peu plus d'1 an d'existence. Mais on est très satisfait du démarrage. Pour vous donner quelques chiffres, c'est un peu plus de 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires en à peine 1 an, ce qui est très encourageant. Si on y ajoute... parce que ça nous permet aussi de gagner des appels d'offres, des marchés qu'on n'aurait pas gagné sans ces offres-là. Donc, si on y ajoute ces marchés connexes, c'est presque 5 millions d'euros de chiffre d'affaires additionnel. Donc, c'est très encourageant. Alors, on n'est pas encore à l'équilibre. À l'équilibre, mais c'est un investissement, on le savait évidemment. Mais ça veut dire, pardon d'interrompre, ça veut dire que, puisque vous dites ça nous a fait gagner des marchés, notamment peut-être des collectivités ou peut-être des comptes, mais qui disent ok, mais nous on veut qu'il y ait une offre d'économie circulaire dans le package, c'est ça? Oui, il y a clairement une volonté des entreprises, on le sent, d'intégrer
dans leurs achats de l'économie circulaire, des produits d'occasion, parce qu'eux-mêmes ont cette contrainte de décarboner leurs achats, à la fois pour leur reporting, parce qu'ils sont convaincus, et puis aussi parce que souvent c'est une demande de leurs collaborateurs. Donc là, les produits typiquement qu'on a au Hub circulaire, c'est du mobilier de bureau. Et donc, il y a aussi un vrai impact sur les collaborateurs et sur la fierté de se dire, bah, tiens, on a des produits qui sont d'occasion. Et donc, il y a une vraie traction, une vraie envie des clients de s'engager là-dessus. Et alors, l'autre partie de la question d'Arnaud Gossman, c'était sur la communication. Pourquoi vous communiquez sur cette offre ? Évidemment, c'est l'avocat en droit de l'environnement qui est derrière, qui travaille beaucoup sur tout ce qu'on appelle des allégations, parfois des fausses allégations, etc. Est-ce qu'il y a des choses que vous faites bien et sur lesquelles vous vous dites « Ah, on va peut-être pas encore communiquer dessus parce que c'est trop tôt, parce que… » etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, alors… je dois dire que par un petit peu notre historique, on était assez peu communicants. On avait tendance à très peu communiquer chez Manutan. On essaye de changer ça parce que finalement, on se dit que c'est aussi un levier d'accélération et que notre impact positif, il passe aussi par la communication et d'embarquer tout notre écosystème. Donc c'est vrai que on aurait lancé ça il y a quelques années, ce hub circulaire. On aurait attendu plusieurs années que ce soit vraiment prouvé avant de communiquer. Aujourd'hui, on décide de communiquer plus encore une fois, pour embarquer. Voilà, donc non, je pense qu'il y a... Mais on ne le fait pas pour un souci de communication. Voilà, nous, je pense qu'on est vraiment engagé dans l'idée de se décarboner, d'embarquer notre écosystème avec nous. Et puis, et encore une fois, je pense que pour que ça fonctionne, bien sûr, la décarbonation, il faut être convaincu. Mais aussi, il faut mettre ça au cœur du modèle économique. Parce que si vous faites ça à côté, à part, finalement, au bout d'un moment, vous allez voir ça comme un poste de coût et pas comme quelque chose qui est à part entière dans votre modèle économique et qui a un levier de business. Donc nous, notre idée, c'est vraiment de tout réconcilier. Vous affichez 4000 fournisseurs, 220 000 mètres carrés de surface de stockage en Europe, c'est quand même impressionnant. 850 000 références, dont 110 000 stockés. 220 000 mètres carrés de surface de stockage en Europe, ça veut dire qu'il y a un gros travail que vous êtes déjà en train de faire, j'imagine, sur l'efficacité énergétique de ces entrepôts. Oui, on a aujourd'hui 60% de notre électricité est décarbonée. L'objectif étant d'aller à 100% d'ici à 2030. Donc oui, c'est des gros efforts. Ça veut dire quoi, par exemple, du photovoltaïque sur les toits? Alors c'est soit du photovoltaïque, donc on a quelques sites qui sont équipés en photovoltaïque. On ne peut pas toujours le faire pour des contraintes parfois techniques. Soit c'est de l'achat d'énergie décarbonée, donc qui représente un surcoût, mais parfois un surcoût, mais voilà, on le fait parce qu'encore une fois, on en est convaincu, quoi. Alors, vous avez aussi, je l'ai annoncé en tout début d'entretien, donc je ne l'oublie pas, cet engagement vis-à-vis des startups, le programme Move with Manutan, programme d'accélération dédié aux jeunes pousses B2B. Ça existe depuis longtemps, parce que là, nous, on va recevoir les 3 startups lauréates pendant le mois de novembre. Donc, il y a déjà un peu de recul sur d'autres jeunes entreprises qui ont été... Alors, c'est la 5e édition. 5e édition, Voilà, on s'est lancé là-dedans un petit peu presque par hasard. On avait un partenariat avec le MoveJ, qui est une association qui aide les entrepreneurs. Et voilà, on souhaitait nous-mêmes aider et puis rendre un petit peu à la société, voilà, avec nos moyens, essayer d'aider les jeunes entrepreneurs. Donc oui, c'est un très bon succès. À la fois, je pense qu'on a eu un vrai impact vis-à-vis de certaines de ces startups. C'est quel type d'accompagnement? C'est principalement, on va dire, on ne le présentait pas comme ça jusque-là, mais au final, c'est principalement du mécénat de compétences. Donc, il n'y a pas de financier, d'argent, etc. Donc, chaque startup est accompagnée par 2 sponsors de chez Manutan, qui vont les challenger sur leur stratégie, leur approche, leur go-to-market, etc. Et ensuite, selon les enjeux de chacune des startups, on fait appel à des compétences en interne, selon ce dont ils ont besoin. Ça peut être du commercial, du juridique, du web, du digital ou autre. Voilà, donc on est principalement là-dessus. On leur propose aussi, s'ils ont besoin, d'utiliser nos locaux.
bon, c'est pas ce qui rencontre le plus grand succès étant basé à Gonesse, mais voilà, on est principalement sur le mécénat de compétences. Et alors, dans la promotion de cette année, il y a quelques belles pépites, là? Alors, à vrai dire, on a quatre pépites, parce qu'on a normalement, on en choisit 3, et puis on a eu un coup de cœur sur une 4e. Ouais, on a des pépites vraiment incroyables. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que les 4 pépites qu'on a choisies sont toutes très liées à la RSE, à l'économie circulaire. C'est un hasard, mais le hasard fait parfois bien les choses. On a par exemple TISUP, qui est une société qui fait du réemploi d'objets publicitaires, qui récupère notamment sur les salons. Alors, c'est des centaines de tonnes après chaque salon d'objets publicitaires qui sont moquettes détruits, exactement. Ouais. Qui récupère ça, qui envoie ça dans des centres de l'économie sociale et solidaire pour transformer ces déchets en nouveaux objets publicitaires que les entreprises, du coup, après, donnent à leurs clients, etc., par exemple. Est-ce que, donc vous l'avez dit, hein, vous êtes en partenariat avec le MOVJ, le Mouvement pour les jeunes et les étudiants entrepreneurs. Est-ce que, parce que c'est aussi un échange du mécénat de compétences, est-ce qu'il y a un regard particulier de cette génération sur justement la transformation de notre économie ou le rapport au travail? Est-ce que vous sentez cet échange, ou pas forcément, hein, d'ailleurs? Sur la transformation de l'économie et sur l'économie impact, je sens vraiment quelque chose de très fort. On sent que c'est très ancré chez ces jeunes-là. Et pour nous, c'est vraiment une source d'inspiration parce qu'on a ça aussi au sein du groupe Manutan dans notre ADN. Et cet échange-là, il est très, très riche pour nous aussi, du coup. Je voudrais qu'on parle de la charte handicap sur laquelle vous travaillez depuis, je crois que c'est depuis le mois de juin dernier, élaboration d'une charte handicap qui est portée par des salariés formés. Et là, on est à la fin du mois d'octobre dans le déploiement de cette charte, c'est ça? Ouais, alors on essaye. C'est vrai que c'est quelque chose, c'est un sujet qui est pas facile en entreprise. On a typiquement le mois prochain là, une journée du handicap au sein du groupe et avec tout un tas d'événements. Et donc, on essaie de sensibiliser les collaborateurs sur le handicap visible et le handicap invisible. Je pense que les deux sont importants. Voilà, c'est pas toujours facile même de trouver des personnes en situation de handicap en termes de recrutement. Donc, c'est essayer de trouver ces réseaux-là pour en effet... Est-ce qu'il y a encore, évidemment, beaucoup de tabous, de réticences à en parler? Nous, on reçoit régulièrement sur les entreprises, sur les associations autour de cette thématique. Avec la difficulté pour une entreprise d'inciter des salariés à parler d'un handicap invisible, exactement, sans qu'on soit trop intrusif vis-à-vis de leur intimité. Comment vous... parce que c'est ça, je pense, que ce que vous essayez de mettre en place avec cette charte, c'est un équilibre qui n'est pas facile à trouver. C'est vraiment ça l'enjeu, c'est qu'en effet, on le sait, il y a des gens qui sont en situation de handicap invisible et qui se déclarent pas pour plein de bonnes raisons. Hein. Et en effet, c'est d'essayer un petit peu de casser ces tabous. Donc, il faut communiquer, il faut sensibiliser, mettre en confiance. Je pense que la confiance, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup dans le groupe. Mais c'est un travail de longue haleine et qui est très sensible, je pense. C'est un atout pour une entreprise d'oser regarder le handicap en face? En fait, je pense que l'atout, pour nous, c'est la diversité. Hein. On croit beaucoup dans le groupe Manutan à la diversité et la richesse de la diversité. Et voilà, moi, j'incite toujours à venir, les gens à venir voir notre site à Gonesse. Et la diversité, elle est énorme, y compris européenne, y compris... Et je pense que cette diversité-là, elle apporte toujours de la richesse, en fait. Et le handicap, pour moi, fait partie de la diversité et de la richesse. Est-ce que ça veut dire aussi, que vous avez repensé au fil du temps les critères de recrutement pour mettre le plus de diversité possible dans l'entreprise? Oui, clairement. En tout cas, on cherche vraiment, encore une fois, sur l'équilibre homme-femme, c'est aussi
un combat, hein, c'est pas facile. Notre comité de direction aujourd'hui, on n'est pas à 50-50 typiquement. On est mieux qu'il y a quelques années, mais je crois qu'on doit être à près de 40% de femmes. Mais voilà, sur des choses comme ça, ça reste compliqué. C'est-à-dire qu'il faut être proactif. Il faut être proactif, voilà, tout en respectant les règles, mais il faut être proactif. Donc c'est un vrai combat et je pense à ça parce qu'on parle de recrutement, mais et ça nous ramène à l'économie circulaire dont on parlait tout à l'heure, parce que vous vous êtes allié, je crois, avec Ares et Valdelia pour lancer un système, une activité d'insertion professionnelle dirigée, fléchée vers l'économie circulaire, c'est ça? En fait, le hub circulaire... Ça rejoint le hub circulaire, voilà, d'accord. Au Bourget, on a signé là le mois dernier un accord notamment avec Ares, qui est un acteur majeur de qu'on a déjà reçu ici, l'entreprise sociale et solidaire, voilà, qui est maintenant du coup notre hub est du coup un atelier de réinsertion géré conjointement avec Ares, d'accord, qui permet en effet du coup que ce soit aussi d'un point de vue social, sociétal, à impact positif. Allez, il nous reste 1 minute 30. Je voudrais quand même qu'on dise un mot de votre passion pour l'art, parce que ça fait partie de l'identité de Xavier Guichard. Donc, est-ce que c'est un thème qu'on va traiter dans l'émission sur le rôle de l'art dans l'éducation ou la diffusion des enjeux climatiques et de l'urgence climatique? Vous en êtes convaincu de ça? Alors, le lien entre les deux, il n'est pas facile. En tout cas, je trouve que l'art est intéressant parce qu'il appelle à l'émotion, à la sensibilité des gens. Et donc, en effet, j'essaye petit à petit de diffuser un peu d'art dans l'entreprise. Il y a un peu plus d'une dizaine d'années, on avait reçu un artiste en résidence dans nos locaux. C'était passionnant de voir les réactions des collaborateurs qui ne sont pas forcément habitués à ce genre d'échange. Ça challenge vraiment, mais encore une fois, cette diversité et d'appeler à différents types d'intelligence et d'émotion, c'est incroyable ce qui leur sort et comme ça peut faire progresser finalement l'entreprise comme un tout. Et comme l'art est vecteur d'émotion, l'émotion c'est un bon moyen de sensibiliser, notamment aux questions d'environnement et de réchauffement climatique. Merci beaucoup Xavier Guichard, c'était passionnant. Merci. À bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre rubrique Startup tout de suite. Smart Ideas, c'est notre rubrique consacrée aux startups et à l'innovation. J'accueille Carlos Prada, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Vous êtes le cofondateur de T-Hive, vous dites T-Hive? T-Hive, créé en 2017 avec Annie Chéry. Alors on parle de caméras à 11 THz. Vous allez nous expliquer ce que c'est. Déjà le point de départ 2017, ça fait 7-8 ans. Comment est née l'idée? Alors, l'idée, elle est née de notre capacité à avoir mis au point une technologie, donc sur la maîtrise des 100 THz, sur des substrats qu'on appelle des substrats silicium. Donc, c'est une technologie deep tech et cette technologie permet de faire un ensemble de choses, y compris de voir à travers les matériaux. Donc là, on va parler de THz. Donc, on voit à travers les matériaux. Exact. Et donc, l'idée, c'est de détecter des malfaçons, c'est ça, sur des lignes de fabrication? C'est comme ça qu'on utilise vos caméras aujourd'hui? Effectivement, aujourd'hui, on a plusieurs cas de figure qui sont envisageables, mais on s'est focalisé depuis 2017 à comprendre le marché et trouver un marché où la problématique elle était assez claire et on pouvait aussi amener de la valeur. Donc, on travaille aujourd'hui avec l'industrie des produits hygiéniques, par exemple. D'accord. Et donc, vous détectez, ce sont des caméras qui détectent. Alors, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de sortir un seul produit d'une ligne de fabrication. Quel est l'avantage d'un marché comme celui-là? Oui, à différence de cette technologie, d'autres manières de fonctionner pour l'industrie, où on va aller faire des contrôles qualité par échantillonnage,
notre caméra terahertz et notre système d'inspection terahertz plutôt, parce que c'est pas que les caméras, on a aussi le traitement de la donnée et le traitement avec de l'IA. On va aller scanner la totalité de la ligne de production. D'accord. Jusqu'à maintenant, l'échantillonnage permet de prendre quelques objets pour définir si toute la production est bonne ou pas bonne. Et donc, ça permet... Alors, nous, on est dans une émission, on s'intéresse évidemment à l'impact environnemental. Qu'est-ce que ça permet en termes de réduction, de gaspillage industriel et donc d'émissions de CO2 ? Est-ce que vous l'avez en quelque sorte modélisé, ça ? Tout à fait. Pour vous donner une autre idée, on scanne environ 1 million de produits par ligne de production par semaine. OK, d'accord. Et sur ces produits-là, on les scanne tous. Quand on les scanne tous, en fait, on a des informations très précises par rapport à la quantité de matières premières qui est utilisée pour fabriquer le produit en question. Ça permet aux industriels déjà de savoir comment est-ce qu'ils produisent et il permet aussi d'agir sur les processus de fabrication. Donc, pour vous donner un exemple, nous, on mesure et on va garantir que le processus est stable. Ça, c'est une première raison pour les pertes. Et la deuxième raison, une fois qu'on voit que le processus est stable, l'industrie est capable de reconfigurer sa machine pour qu'elle produise avec moins de matières premières, tout en restant avec les standards de qualité. Et ça fait des tonnes et des tonnes sauvegardées par semaine. Vous avez annoncé une levée de fonds de 8 millions d'euros cette année. Qui sont vos partenaires et puis surtout, quelle est la stratégie liée à cette levée de fonds ? Alors, nous avons un partenaire historique qui est l'EIC Fund. C'est un bras d'investissement de la Commission européenne, donc qui nous suit depuis 2020. Et on a aussi le support de 2 fonds privés, Carista qui s'intéresse aux technologies deep tech dans l'espacial, et aussi Wind qui est plutôt pour des applications de services et récurrence. D'accord. Et alors la stratégie avec cette levée de fonds ? Alors, c'est la stratégie. Se développer à l'international, c'est... Tout à fait. Aujourd'hui, on se développe à l'international pour la partie commerciale. Ouais. Les stratégies, pourquoi on a fait cette levée de fonds. On arrive avec une technologie qui commence à être mature et on a aussi de la clientèle qui commence à solliciter de plus en plus notre produit. Il faut savoir que notre marché, le marché d'hygiène, c'est un marché de 600 milliards de dollars et qui est représenté par quelques milliers de lignes de fabrication. Notre objectif, c'est de pouvoir déployer sur toutes les lignes de fabrication avec notre technologie terahertz là-dessus, et bien évidemment nous permettre de développer d'autres verticales. Merci beaucoup, merci Carlos Prada, et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Be Smart for Change. À très vite sur notre antenne. Salut.